Bonjour à toutes et à tous qui nous ont rejoints sur Twitch pour cette soirée avec Tolkien Deal, pour laquelle nous accueillons du coup Nathalie Prince. Voilà, bonjour Nathalie. Bonsoir à tous. Euh, Vraiment, ça me fait plaisir. Voilà. Merci. Alors du coup, bienvenue parmi nous, Nathalie. Alors pour la présentation, du coup, Nathalie est professeure de littérature générale et comparée à l'Université du Mans et spécialiste des littératures de genre, et notamment de la littérature fantastique et de la littérature jeunesse. Et si nous l'accueillons ce soir, eh bien, c'est parce qu'elle a préfacé cet ouvrage de Tolkien, intitulé Du conte de fées aux éditions Bourgoin. Hein. C'est paru, si je ne m'abuse, en novembre dernier. L'essai du conte de fées, on reviendra dessus ensemble avec Nathalie. Et on va du coup parler à la fois de cet essai, mais également du rapport qu'avait Tolkien à la littérature jeunesse, avant d'élargir sur les centres d'intérêt de Nathalie elle-même. Voilà. Alors, un petit rappel sur ce conte de fées avant de commencer l'interview. Hein. C'est un texte qui a été notamment traduit en français en deux fois. La première fois en 1974 dans une traduction de Francis Ledoux dans l'ouvrage Faerie ou Faerie et autres textes. Plus récemment, en 2006, dans une traduction de Christine Laferrière dans Les monstres et les critiques, traduction qui est reprise donc, dans cet ouvrage récemment paru aux éditions Bourgois. Alors pour commencer à parler de ça, on va d'abord faire une présentation, Nathalie, de votre rapport à Tolkien et de ce que vous connaissez, de ce que vous avez lu de lui. Voilà, donc si vous pouvez nous en dire plus sur vous à ce sujet, s'il vous plaît. C'est oui, oui, bien sûr, c'est un auteur qui m'a vraiment accompagnée, notamment depuis que je suis à l'université. J'ai lu ses textes les plus connus, j'ai lu Le Hobbit, j'ai lu Le Seigneur des Anneaux, et puis j'ai été amenée à lire ce qu'il a écrit plus précisément pour la jeunesse, ou en tout cas pour ses enfants, à savoir notamment les lettres au Père Noël ou Monsieur Merveille. Voilà, c'est un petit peu. C'est pas tout à fait. Je ne suis pas la spécialiste de Tolkien. J'ai lu les textes pour le plaisir, beaucoup, hein, Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux. Et puis après, pour le travail, j'ai lu une vingtaine de fois cet essai un peu désarçonnant qui est du conte de fées. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à le travailler, même si j'ai mis du temps avant de le comprendre. Alors ouais, c'est vrai que cet essai, moi personnellement, j'ai toujours trouvé qu'il était difficilement compréhensible, difficilement abordable. Alors avant voilà, d'en venir vraiment au contenu, si j'ai envie de dire, peut-être pouvez-vous nous raconter comment vous en êtes venu finalement à écrire la préface, parce que vous me dites là que vous l'avez lu peut-être une vingtaine de fois, donc c'était a priori pas forcément quelque chose d'évident pour vous d'écrire une préface de cet ouvrage, de ce texte. Ah oui, il y a plein de raisons pour lesquelles c'est compliqué d'écrire, de préfacer Tolkien déjà. Euh, c'est Vincent Ferré en fait qui est venu me chercher. Vincent Ferré, je le connais depuis une vingtaine d'années. Il m'a sollicité pour cette préface. J'ai pas mal travaillé avec lui pour un autre volume sur la littérature de jeunesse où il s'intéressait d'ailleurs à la question est-ce que Tolkien est un auteur pour les enfants ou en tout cas pour la jeunesse. Voilà. Et puis Vincent Ferré connaissait mes travaux sur la littérature de jeunesse, sur la littérature fantastique, sur les mondes possibles, et il a pensé que je pourrais m'en sortir. Hein, parce que c'est pas évident. Vraiment, c'est très impressionnant en fait de s'intéresser à Tolkien parce qu'il a une grande communauté de lecteurs. Ça devient tout de suite Oui, impressionnant. n'est-ce pas? Eh ben oui, d'où ce moment que je passe avec vous, je reconnais que j'ai pas forcément cette demande pour les autres auteurs que j'aime, sur lesquels j'aime travailler. Je vous rassure, on mange personne. Hein. Non, mais voilà, donc cette préface, ça a été un vrai bonheur de l'écrire. Je m'y attendais pas. J'ai beaucoup, beaucoup lu parce que, encore une fois, c'est un texte qui ne va pas de soi, mais c'est une préface qui est sortie toute seule. Voilà. Alors justement, un texte qui va pas de soi, est-ce on peut en dire deux mots justement et essayer peut-être de reprendre le contenu de façon évidemment assez large, assez en surface, je ne sais plus, l'essai fait à peu près une centaine, 150 pages, quelque chose comme ça. Donc on ne va pas pouvoir le résumer en 3-4 phrases, mais voilà, juste de dire à quoi s'intéresse Tolkien dans cet essai, qu'est-ce qu'il cherche à montrer, à prouver, et puis après on parlera de votre préface du coup sur le sujet.
C'est un texte court, hein, vous le faites remarquer, hein, qui fait une centaine de pages, mais c'est pas pour autant un texte qui est facile à résumer, hein. Je ne peux pas vous faire un pitch du style, c'est l'histoire de la quête d'un hobbit qui doit détruire un anneau magique pour qu'il ne tombe pas entre de mauvaises mains. Vous voyez, je ne peux pas pitcher de la même manière du conte de fées. C'est un petit texte délicat qui part vraiment dans tous les sens. C'est une sorte de manifeste de Tolkien où il vide son sac, il le fait sans en avoir l'air et il pose plein de petits cailloux blancs pour rester dans le vocabulaire du conte. On a l'impression que c'est très organisé et en fait, Tolkien balance plein de trucs, j'ai envie de dire en vrac, comme si ça débordait. Vous savez, il y a un concept dans du conte de fées, c'est le concept de la soupe. Là, ça fait des bulles, ça bouillonne, hein, si je veux rester dans cette image de la soupe. Alors, pour répondre à votre question, c'est un texte qui cherche à révéler l'intérêt de la littérature merveilleuse, de la fantaisie, de la féerie. Vous l'écrivez comme vous voulez, en plus, fantasy ou fantasy. Enfin, vous voyez, c'est déjà rien que dans la terminologie, c'est déjà compliqué de se fixer sur un seul terme. Il y a toute une réflexion sur le récit merveilleux, sur la magie, qui permet paradoxalement de dévoiler le réel. C'est un essai qui permet aussi à Tolkien de distinguer le monde primaire, vous savez, notre monde, l'œuvre de Dieu, le monde réel, et puis le monde secondaire, hein, celui que peut créer l'homme, en l'occurrence l'écrivain, à partir du monde réel, à partir du monde primaire. Et puis c'est un texte qui rappelle que l'homme est aussi capable d'enchantement à partir du moment où il apprend à voir. Ça, c'est vraiment une notion clé du conte de fées, hein, la notion de recouvrement, c'est-à-dire que l'homme doit apprendre, doit partir du monde réel et du monde primaire pour construire quelque chose, pour voir autre chose. C'est ce concept de subcréation. L'homme est subcréateur, hein, c'est-à-dire qu'il peut, comme Dieu, créer des mondes. Donc ça fait déjà pas mal de choses sur ce petit texte. Bon, merci, je pense que déjà pour un résumé, c'est un résumé assez clair, je trouve en tout cas. Alors donc on a bien compris, vous avez écrit une préface, là-dessus et moi je trouvais quand je l'ai découverte, c'est que sa forme est particulière. Vous avez pris le parti de d'écrire sous la forme, ce que vous avez titré «La déclaration des droits de la fantaisie dans le livre du milieu». Alors c'est une déclaration, des droits de la fantaisie en 7 articles et moi je pose la question, pourquoi avoir fait, une préface sous la forme d'une déclaration des droits comme la déclaration des droits de l'homme ou c'est très particulier, on retrouve en plus une structure qui est proche du coup de celle de l'essai, hein. Ça lui répond, en fait, ça engage le dialogue avec l'essai qui arrive par après. Mais, pourquoi avoir choisi cette forme-là en particulier? En fait, il y avait un cahier des charges assez précis qui m'a été demandé par Sabrine Thierati, hein, mon éditrice chez Bourgois. L'idée, c'était de rendre cet essai, vous l'avez dit, qui est un petit peu pas compliqué, mais complexe, en tout cas qui ne se révèle pas instantanément, de le rendre plus accessible, moins académique. Il fallait aider le lecteur dans sa lecture. Alors, je ne suis pas sûre qu'il faille toujours aider les lecteurs, mais en l'occurrence, là, il fallait essayer de donner des clés de lecture ou des outils de lecture aux lecteurs qui allaient avoir ce texte entre les mains. Alors, évidemment, c'est une nouvelle édition du conte de fées, mais l'idée, c'est d'avoir un public le plus large possible. Alors, évidemment, les Tolkienophiles, à commencer par les Tolkienophiles, vont se précipiter peut-être sur cette nouvelle édition. Ils sont à l'affût de toute trouvaille. Mais l'idée, c'était de s'adresser à un public le plus large possible pour ce petit texte qui reste compliqué à percevoir pour le grand public. Vous voyez, les professeurs du secondaire, les élèves, tous les gens qui veulent se cultiver sur le conte. Voilà, il fallait agrandir le champ des publics de Tolkien sur ce texte en particulier afin d'en montrer son importance. Donc, je pense que c'est réussi en plus parce que... Vraiment, je vous remercie, mais c'était ça le cahier des charges. Et il fallait trouver la bonne idée.
Alors je vais vous raconter une anecdote, mais à ce moment-là, quand on m'a sollicité pour cette préface, mon fils travaillait pour son bac français sur la Déclaration des droits de la femme. D'accord, d'où le Citoyenne Olympe de Gouges, vous connaissez ce texte, hein, un texte de 1791 qui fait le pendant, si je peux dire, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et c'est là que j'ai eu l'idée d'introduire les lecteurs d'introduire le texte, par ce biais-là, ce en fait. texte par ce biais-là, voilà, les droits de la fantaisie. Alors, d'ailleurs, Tolkien utilise ce mot de droit à la fantaisie. Et les idées se sont alignées d'un coup. Alors, vous avez rappelé que j'ai choisi de rédiger 7 articles. Alors, il y a d'une part le fait que ça permet d'être très clair, hein, de faire cette déclaration par article court, mais aussi 7 articles, parce que les 7 points, ce chiffre s'est imposé. Le chiffre 7, c'est un chiffre culturel. Les 7 jours de la semaine, les 7 péchés capitaux, la 7e planète du Petit Prince, c'est la Terre. 7 aussi comme les 7 nains. D'ailleurs, dans le Seigneur des Anneaux, vous avez les 7 seigneurs nains dans leur demeure de pierre. Le chiffre 7 est parfois considéré comme un chiffre magique. Et là, tout s'est organisé très rapidement. Et c'est ce qui m'a permis d'accepter cette mission impossible de préfacer un texte de Tolkien. D'accord. Oui, alors du coup, je redis, hein, mais c'est vrai que moi, du coup, j'ai auparavant jamais trop aimé cet essai, ou jamais trop compris peut-être suffisamment cet essai pour l'aimer en tout cas. Mais en tout cas, c'est vrai que la préface que vous avez écrite, elle m'a permis un petit peu de l'appréhender de meilleure façon. Et je pense être relativement spécialiste de Tolkien, donc c'est pas que pour les gens qui ne connaissent pas Tolkien, c'est aussi pour les gens qui connaissent bien Tolkien et qui maîtrisent pas forcément cet essai en particulier. Et donc c'est bienvenu, c'était bienvenu comme préface, je pense. Alors, une question qui est un peu liée du coup, à ce qui se dit dans ce texte, comme vous êtes spécialiste de la littérature jeunesse et du conte, si on replace l'essai de Tolkien dans son époque, selon vous, est-ce qu'il apportait une vision nouvelle de ces contes, de cette littérature pour enfants? À l'évidence, hein, mais je vais vous dire, rien que le fait que Tolkien prenne la littérature de jeunesse au sérieux, rien que ça constitue une avancée considérable. Et donc, ça renouvelle l'image du conte et de la littérature de jeunesse. Quand on voit aujourd'hui le mal qu'on a à l'université à être pris au sérieux quand on a pour objet d'étude la littérature de jeunesse, on salue le courage de Tolkien qui a cherché à bouger les lignes il y a 80 ans. Voilà, alors est-ce que Tolkien... Oui, dites-moi. J'allais vous demander, est-ce qu'à l'époque, il y a eu d'autres, ou à l'époque, peut-être avant ou peut-être un peu après, des commentaires du même type qui ont été publiés? Alors, pas forcément en Angleterre, hein, mais voilà, en France ou dans ces milieux-là, pour justement commenter les contes de fées d'une manière similaire? C'est pas l'audience qui a eu ce texte de Tolkien au moment où il a... Parce que c'est un texte qui a toute une histoire. Hein, il a d'abord donné comme une conférence intra-académique, j'ai envie de dire, vous voyez, quelque chose qui finalement s'adresse aux universitaires entre eux. Voyez, c'est seulement après que ce texte a essayé d'essaimer un peu. Aujourd'hui, à l'université, on parlerait de vulgarisation scientifique ou de dissémination. À l'époque, c'est pas forcément le cas. Donc, cette audience immédiate du texte de Tolkien, je ne l'aperçois pas complètement, même si aujourd'hui, évidemment, ce texte a eu des échos et des conséquences retentissantes. Voilà. Oui, alors justement, sur sa réception et ses conséquences retentissantes, il y a eu forcément des évolutions de la théorie littéraire après. Il y a des auteurs qui, soit comment dire, s'en départissent, ou d'autres qui au contraire continuent dans cette lignée. Alors souvent j'entends notamment par exemple Vincent Ferret qui cite Bettelheim et sa psychanalyse des contes de fées. Il y a eu probablement d'autres successeurs qui ont repris en partie les idées de Tolkien. Donc voilà, on va dire 80 ans, on va dire 70-80 ans après. Est-ce que c'est encore un texte, ou est-ce que c'est peut-être maintenant que ce texte devient important? Est-ce qu'on s'en affranchit au contraire? Est-ce qu'on le critique? Enfin voilà, quelle est sa réception finalement aujourd'hui? Il y a plein de questions dans votre question. Vous avez parlé de Bettelheim.
typiquement, Typiquement, Bettelheim, qui a écrit La psychanalyse des contes de fées, qui est un texte qui a eu un énorme retentissement 35 ans après la publication de notre essai. Si vous voyez ce que je veux dire. Tout à l'heure, je disais que le texte de Tolkien, c'était un texte qui n'avait l'air de rien, un texte un peu indigeste. On peut passer à côté. Et je me demande si c'est pas pour ça que certains l'ont récupéré, j'ai envie de dire l'air de rien, et ils ont récupéré certaines de ces grandes idées, genre ça se verra pas, vous voyez. Donc Bruno Bettelheim, par exemple, il cite Tolkien dans certains détails, mais peut-être pas dans ses grandes idées. Et il a eu un succès complètement phénoménal pour sa psychanalyse des contes de fées. Crédite peut-être pas Tolkien de tout ce qu'il lui a appris. Ça pourrait faire l'objet d'un sujet de thèse. À commencer par le concept d'enchantement, de mirabilisation du réel. Si la traduction française par les psychanalystes et contes de fées a mis l'accent sur le mot psychanalyse, le terme anglais c'était enchantment, the uses of enchantment, donc les usages de l'enchantement. Et là, on est carrément chez Tolkien. D'accord, voilà, donc on est en fait chez Bettelheim, on est vraiment, on est vraiment proche de Tolkien. 5 sur 5, j'ai envie de vous dire, si vous parlez en termes de réception. Il y a pas mal de petites choses qui se redoublent, qui se font écho. Sauf que Tolkien les a dites peut-être le premier. Voilà, c'est ça que j'avais envie de dire. D'accord, c'est très bien dit. Alors, si on revient un petit peu en arrière, au début, vous nous avez parlé, vous nous avez dit, pardon, que vous aviez lu quelques-uns des contes de jeunesse de Tolkien, Le Hobbit, Roverandom ou les lettres du Père Noël, je ne sais plus le. Oui, les lettres du Père Noël. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'au moins dans le Hobbit, peut-être, Tolkien suit ces considérations du conte de fées qu'il exprime dans son essai? C'est peut-être même le cas d'ailleurs dans Le Seigneur des Anneaux, éventuellement, mais pour ouvrir sur la littérature jeunesse. Complètement, c'est une évidence. C'est ce que j'ai aussi voulu montrer dans ma préface. Si on prend par exemple Monsieur Merveille ou le fermier Gilles de Ham, on retrouve les codes du merveilleux tolkienien avec ces dragons, ces personnages hybrides, un petit côté lunaire ou déjanté. Vous me parlez du Hobbit, je vous prends au mot. Il y a une immédiate création d'un monde secondaire qui emporte aussitôt l'adhésion du lecteur dans le Hobbit, à la seconde où on ouvre le livre, dès la première phrase. J'adore cette phrase. Au fond d'un trou vivait un Hobbit. C'est un petit peu, c'est peut-être un rapprochement qui peut surprendre, mais c'est un petit peu comme un Barbapapa dans les albums de Talus Taylor et Annette Tison, vous voyez, sauf que là, on n'a pas l'image. L'illustration pour fixer l'imaginaire. Il va falloir du verbe, il va falloir du langage. Le Hobbit, c'est un personnage dont on ne sait rien, qui prend forme, un personnage un peu gentil, un hobbit, rabbit, voilà, on voit bien qu'il y a quelque chose d'inoffensif chez le Hobbit. Peut-être comme un enfant, et là on se rapproche des personnages. Ouais, je pense aussi effectivement que le personnage du Hobbit lui-même, il est enfantin, et donc ça joue aussi sur ça. Il incarne l'enfance, vous avez complètement raison. Moins le cas dans Le Seigneur des Anneaux, par contre. Mais... Je ne vais pas dire on a envie de lui faire des câlins, mais il est un peu gros, il a un peu de ventre. Oui, c'est débonnaire, quoi. Exactement, il représente l'enfant, je crois. Et puis à côté, vous avez Gandalf, c'est l'adulte, la menace du monde des adultes. Alors là, je vais répéter quelque chose que j'ai dit dans mon ouvrage sur la littérature de jeunesse. Dans la littérature de jeunesse, il y a systématiquement un antagonisme des valeurs entre le monde de l'enfance et le monde de l'adulte. Voyez, c'est vraiment des mondes qui sont opposés. Le monde des... deux mondes qui structurent en fait la littérature d'enfance et de jeunesse. En général, même parfois, les enfants sont complètement les seuls représentants dans le livre, vous voyez. Cette opposition des mondes, elle est essentielle dès l'ouverture du Hobbit, le monde des enfants, le monde de ce qui représente une menace, on va dire. Et là, la magie est en marche très vite, et c'est l'imagination qui fait le reste. Tolkien parle d'art elfique.
Et il nomme ça l'enchantement. Il hésite, Il hésite, il tâtonne avant de donner ce nom-là, mais mais cet art cet art elfique, il le nomme pour enchantement. accéder justement à ce qu'il appelle la croyance C'est secondaire. vraiment C'est vraiment un écrivain génial. Tout à l'heure, Vous parliez de Rover. Rover. On est aussi dans une sorte de superposition des couches de sang. C'est un livre qui est écrit pour les enfants, mais qui s'épaissit, il faut qu'on ait cette connaissance de la culture grecque, de la connaissance mythologique. Ça aussi, c'est la Oui, soupe. c'est vrai que donc là, Tolkien voilà, a donc tendance là, à on empiler les couches. C'est ça. Et c'est un bonheur aussi de travailler. Et c'est un bonheur aussi de travailler avec ces personnages lunaires Voilà, c'est marrant. Rover. Voilà, c'est marrant. Alors, excusez-moi, parce que du coup, je suis un petit peu en décalé par rapport à ce que vous dites. Parfois, il y a des échos, donc n'hésitez pas, si je vous coupe, à pas forcément m'écouter tout de suite. D'accord. Voilà, c'est juste parce qu'il y a parfois un écho de votre côté, Nathalie. C'est pas très grave. Alors, j'en étais où, pardon. On disait, oui, donc on n'a pas assez parlé du Hobbit, on a parlé Rover Random, donc vous venez de nous expliquer que finalement il répond assez bien à ses propres textes. Dans votre préface, à la fin, vous dites en fait que l'essai a tout d'un grand texte théorique et que finalement, j'en conclus que pour vous c'est toujours pertinent. C'est peut-être une redite par rapport à ce qu'on a dit quelques minutes auparavant, mais pour vous, c'est un texte qui devrait être sans arrêt lu, en tout cas pour partir à la recherche du conte et de la littérature jeunesse. Mais bien sûr, un bon texte théorique, c'est quoi? C'est un texte peut-être qui devient de la fiction. De la fiction pour soi ou pour les autres. Là, je vais m'éloigner un petit peu de Tolkien, mais par exemple, la préface de Cromwell de Hugo, ça va révolutionner tout le théâtre romantique et pas que. Hugo est allé au bout de sa théorie avec son théâtre. Je pense à des textes comme Lucrèce Borgia, Ruy Blas, Hernani, etc. Ça bouge les lignes et pour longtemps. Vous avez aussi, je ne sais pas, Ionesco qui expose le théâtre de l'absurde dans ses notes et contre-notes et qui à côté fait du théâtre de l'absurde, il fait les deux. Vous avez Umberto Eco, plus près de nous, qui a travaillé ensemble le propos théorique et l'œuvre fictionnelle. Moi, j'aime beaucoup aussi la genèse d'un poème chez Edgar Allan Poe, et puis ce qu'il écrit, vous voyez, ses textes est fantastique et sa poésie, même si ce n'est pas forcément sa poésie que l'on retient. Je disais quoi déjà? Je disais que oui, il y a un plaisir particulier qui consiste à mettre en pratique sa théorie. Tolkien, il est à la fois théoricien et poète. Ça se tient, et pour moi, c'est ce qui rend vraiment ses idées puissantes. J'ai envie de dire, c'est prouvé. Et à l'évidence, il y a des auteurs qui se sont inspirés de sa théorie. Je pense à J.K. Rowling, qui fait évoluer sa série de livres Harry Potter en fonction de l'âge de son lecteur. Ça vient peut-être de Tolkien, qui dit qu'il ne s'adresse pas à des enfants qui vont rester enfants, mais il s'adresse à des enfants qui ne sont pas tout à fait. Des enfants qui vont s'adultiser, qui vont grandir, et ça c'est extrêmement important d'avoir un auteur qui s'adresse à des enfants en devenir. Et c'est ce que fait précisément. C'est un des talents de Rowling, vous savez, qu'elle a cherché à faire évoluer ces différents Harry Potter. Le premier, à l'école des sorciers, c'est un petit texte, un petit roman pour des collégiens, et puis le dernier, 10 ans plus tard, le 7e opus, on est dans quelque chose qui est beaucoup plus conséquent, qui s'adresse davantage à des adolescents et plus à de tout jeunes préados, vous voyez, ou des enfants. Et ça, peut-être, cette question des suites, des cycles, des préquels, des échos, qui ont complètement enrichi en permanence le texte de Tolkien, qui a passé son temps à réécrire le même scénario, tout ça, c'est très, très moderne. J'ai envie de parler de l'œuvre augmentée, vous voyez. C'est exactement ce qu'a fait Tolkien tout au long de sa carrière d'écrivain, de Bilbo au Seigneur des Anneaux, au Silmarillion. On a la création des mondes secondaires, la langue qui évolue.
Donc bien sûr que ce texte est toujours pertinent, des années après. même des années après. Fondateur, C'est un texte fondateur qui pose les fondations d'une œuvre immense, et c'est un texte qui est inspirant. Pour les Voilà, générations inspirant qui ont suivi. pour les générations qui ont suivi. Waouh. Vous m'entendiez plus? Comment? C'est la fin. Vous m'entendiez plus? Non, non, au Ça y est, contraire. c'est Ah la bah non, fin. mais je vous laisse parler. Je Hein, vous croyais êtes, que vous ne m'entendiez. moi, je suis là pour vous écouter et pour que vous puissiez vous exprimer. Donc, au contraire, moi, je préfère ne pas vous couper et que vous puissiez dire tout ce que vous avez à dire. Alors, il y a quand même un point qui, entre guillemets, me chiffonne, c'est que chez Tolkien et dans son conte de fées, il nie un peu la littérature exclusive pour les enfants, ce que nous on appelle la littérature jeunesse. Ce que vous disiez aussi, c'est qu'une littérature en fait qui va évoluer de l'enfant vers l'enfant qui s'adultéise, bah, finalement c'est pas une littérature jeunesse. Est-ce que c'est pas paradoxal et surtout quand vous dites spécialiste de la littérature jeunesse, comment on peut prendre ce genre de déclaration de Tolkien? Écoutez, c'est pas facile de répondre à ça. C'est vraiment le mur auquel je me suis heurtée en travaillant sur cette littérature. C'est un des grands paradoxes Ouais, pour j'imagine. celui qui écrit la littérature pour la jeunesse. Hein, c'est vraiment la littérature la plus destinée qui soit pour la jeunesse. Hein, vous connaissez d'autres littératures qui ont une cible aussi affichée, je sais pas, une littérature pour quadragénaires, de la poésie pour Oui, jeunes c'est vrai que filles. c'est un public et pas une thématique comme on pourrait avoir la littérature science-fiction ou le roman policier. Là, on Exactement. cible des Jamais personnes, ça. quoi. On n'a jamais ça, sauf dans le cas précis de la littérature pour la jeunesse. Et en même temps, la vérité, c'est qu'on n'écrit jamais que pour les enfants. Parce qu'on pense toujours aux médiateurs du livre, les enfants parfois ne savent même pas lire. Et un adulte va venir lire par-dessus l'épaule. Hein. On écrit donc aussi pour celui qui va lire par-dessus l'épaule, hein, ce que j'appelle, moi, la poétique Du clin du clin d'œil, hein, qui est là aussi pour faire sourire l'adulte qui lit par-dessus l'épaule de l'enfant. J'ai un J'ai un exemple en tête, c'est dans Les Petites Poules de Christian Heinrich et Christian Jolibois. Il y a un coq qui lance son appel le 18 juin. Ouais. Ah, voilà, c'est une référence totalement non calculable pour les enfants, mais c'est important. Et c'est vrai que aussi Tolkien de- le fait aussi dans le fermier Gilles de Ham. Alors, je sais plus exactement, mais en latin, il nomme des 4 personnages qui sont en fait les Dons d'Oxford et que seul un adulte peut comprendre la référence. Il Et fait c'est ce même genre exactement de petits ça parallèles. s'adresse aux enfants et on voit aussi que quand il retravaille le texte, il s'amuse avec un grand lecteur qui pourrait lire par-dessus l'épaule du petit lecteur. Il y a plein de clins d'œil historiques dans le fermier Gilles de Ham, des clins d'œil linguistiques, des clins d'œil philologiques, des clins d'œil philosophiques. Vous venez de le dire. Donc, tout ça, c'est impossible à décrypter pour des enfants, comme les noms aussi de ces personnages. Et puis l'autre paradoxe de cette littérature pour la jeunesse, c'est que celui qui écrit est un adulte. Alors là, je citerai, et oui, forcément, je citerai Roland Barthes dans ses mythologies, dans Le cas Minou Drouet. Il dit qu'il n'y a pas de parthénogénèse littéraire, c'est-à-dire que les enfants ne peuvent pas produire de la littérature. Il faut avoir grandi, il faut avoir été abîmé par la vie, il faut avoir travaillé, il faut avoir appris. Et c'est d'ailleurs la conclusion de mon ouvrage sur la littérature de jeunesse. Je dis que tout ce que j'ai écrit dans mon livre sur la littérature de jeunesse n'a aucune valeur parce que je n'ai plus mes dents de lait et que peu de ceux qui me lisent ont les leurs. D'accord, c'est un oui. peu Donc, déprimant, c'est un peu hein, on dommage de parle finir un livre comme ça, mais Mais oui, c'est ça. On a perdu, nous, ce qui nous reliait à l'enfance. Et de fait, on n'écrit jamais vraiment que pour les enfants. Alors en même temps, excusez-moi, ouais. il y a une autre vision qui est intéressante aussi, c'est la théorie de Michel Tournier. Lui, mais il n'y a pas que lui, il y a aussi Lewis Carroll. Michel Tournier, lui, il écrit pour tout le monde. Et parfois, même les enfants peuvent le lire. Et là, c'est la consécration, en fait. Être lu par tous, même par les enfants. Et vous connaissez peut-être son texte « Les limbes du Pacifique hein, » qui est une réécriture magistrale de Robinson Crusoe. Eh bien, Tournier a réécrit ce texte, l'a simplifié, l'a épuré, et il en a fait Vendredi ou La vie sauvage. Et c'est la même histoire, mais j'ai envie de dire à l'os.
voyez, c'est vraiment une façon de faire qu'on Simplifié retrouve pour les enfants, c'est ça que vous dites? Ouais, exactement, d'accord, on réduit son texte pour qu'il soit le plus lisible possible par le plus grand nombre, à commencer par les enfants. Et d'accord. Lewis Carroll a fait exactement, la même chose, peu le savent, à partir de Alice au pays des merveilles, qui est un texte qui a été publié en 1865 et 20 ans plus tard, il a fait un album beaucoup moins dense, qui s'intéresse beaucoup plus à la question du support. Un petit Alice ou un Alice pour les plus petites filles, on va dire. Et là, D'accord. on cherche toujours l'os. Et c'est ça la littérature. Donc je suis bien désolée de vous dire que la littérature pour la jeunesse, c'est une affaire d'adultes, que c'est un véritable casse-tête, pour ne pas dire un show-strap, hein, c'est Tolkien qui utilise ce mot au début du conte de fées, que de tenter de définir la littérature de jeunesse. En fait, c'est une littérature qui, à partir du moment même où on porte un regard critique sur elle, nous échappe, tout simplement parce qu'elle est destinée à des enfants que nous ne sommes plus. D'accord. Voilà, Bon, j'ai bah, conscience de supprimer tout le monde. Il faut passer à une autre question. non, bah, moi ça m'arrange parce que ça m'enlève 2 questions d'un coup en fait, votre réponse, donc c'est tant mieux, Ah bon? c'est parfait. Enlever ces Hem, questions. alors du coup, on va embrayer, sur, plutôt vous-même et on va un petit peu s'éloigner de Tolkien, puisque en fait vous avez vous-même écrit 2 albums à destination des plus jeunes. Alors je vais essayer de pas écorcher les titres. Donc c'est Ainsi parlait Nietzsche en 2020 et La dinde savante et la poule philosophe, oui, pardon, en 2021. Donc des sujets qui sont, plutôt, philosophiques, plutôt, ce que j'aurais moi appelé des sujets adultes, que vous écrivez à destination des plus jeunes. Alors, c'est un petit peu audacieux, je trouve, non? C'est C'est sympa de vous y intéresser, en tout cas. Bah, j'aime écrire, hein, je sais d'ailleurs pas faire grand-chose d'autre. ça C'est arrive. d'ailleurs une des raisons, ouais, non, c'est une des raisons pour lesquelles j'attends ma retraite avec impatience, hein, avec l'âge de la retraite qui recule. Oui, alors là, ce c'est pas le tant sujet de aujourd'hui, livres hein. en commun qui s'écrivent. Voilà, c'est une façon bizarre de protester contre la réforme, bref. Oui, j'aime écrire pour les enfants. L'idée, c'est d'être d'être lu par le plus grand nombre. Alors, Ainsi parlait Nietzsche, vous avez cité cet ouvrage. C'est un livre que j'ai coécrit avec mon mari, Christophe Prince. C'est vraiment un exercice sous contrainte, avec une ligne éditoriale très, très stricte. Puisque le texte devait reprendre la vie du philosophe, ses grandes idées. On retrouve l'annonce que Dieu est mort, le concept de l'éternel retour, la question du ressentiment avec les mouches. On a le dragon tudois, hein, Tolkien n'a pas le monopole des dragons, Nietzsche a aussi son dragon, voilà. Bon, vraiment un contenu important, on est plutôt dans un texte pour adolescents, ceux qui passent le bac. D'accord. Avec beaucoup de contraintes, mais un résultat dont je suis très fière, et notamment grâce aux illustrations du magicien Yann Damzin, qui a fait de véritables œuvres d'art sur chaque page. Voilà, ça c'est quelque chose d'extraordinaire. D'ailleurs, on aurait pu parler des dessins de Tolkien, hein, qui sont là pour illustrer ces Oui, textes. c'est Hein. vrai aussi, ouais. On n'est pas vraiment dans l'album, mais dans le livre illustré, hein, façon Gustave Doré, Tolkien est un fabuleux illustrateur, il ne faut pas l'oublier. Et puis pour ce que vous avez parlé de la dinde savante et la poule philosophe, donc c'est un autre de mes textes pour enfants que je n'illustre pas, hein, je n'ai pas du tout ce talent. Je me suis beaucoup amusée, c'est un album pour enfants un petit peu cruel. Il ne faut pas oublier qu'avant d'être spécialiste de la littérature pour l'enfance et la jeunesse, j'étais spécialiste de littérature décadente. Oui, Donc, vous avez travaillé sur les vampires ou quelque chose comme ça, oui, c'est ça? également. Ouais, c'est ça. Oui, j'ai fait des petits articles sur les femmes vampires, notamment. Et je me suis intéressée à la littérature fantastique décadente, qui est toujours un petit peu cruelle, voilà. Et un peu amusante. Pour moi, les deux c'est important de les mêler. D'ailleurs, Tolkien ne manquait pas d'humour. C'est quelque chose aussi dont on aurait pu parler. Ouais, Voilà, oui, on a alors taillé non, c'est sûr. bon, moi, je trouve ça cruel de parler de philosophie à des enfants, mais après, ça, c'est mon avis, hein. Cruel, pourquoi? Non, c'est une plaisanterie. Non, voilà, bon. Et c'est quelque chose qui me porte. Bah, d'ailleurs, là, je suis en train d'écrire aussi un conte de fées. D'accord. La maison d'édition Bel et Bien, c'est l'histoire d'une petite princesse très très en colère. Voilà, ce sont des choses qui me libèrent et qui me font du bien. Voilà, je cherche toujours des éditeurs qui me suivent, parce qu'à chaque fois, sur chaque projet, il faut repartir à zéro dans sa démarche Alors ça, éditoriale. c'est plus gênant. Ouais.
Bon, on y arrive. Vous travaillez alors aussi, enfin vous avez travaillé, puisque vous m'avez dit, vous avez rendu un livre sur Saint-Exupéry récemment. Exactement, je viens Donc, d'acheter une petite biographie de Saint-Exupéry. alors, Voilà. peut-être que, alors vous m'avez dit en fait en préparant que vous appréciez beaucoup cet auteur. Vous pouvez nous en dire plus sur lui et éventuellement, si, puisqu'on est quand même là aussi pour reparler un petit peu de Tolkien, de pouvoir, si vous en voyez, nous dire quels sont les parallèles éventuels entre les deux. Bon, pour pas le nommer, il y a Le Petit Prince quand même qui est ultra connu de Saint-Exupéry. Est-ce que éventuellement vous y voyez des relations? Est-ce que vous pensez, un petit peu comme ce que je vous ai posé comme question sur le Hobbit, que la vision du conte de fées de Tolkien est applicable au Petit Prince, par exemple? Et enfin voilà, c'est plusieurs questions en une, encore une fois, mais Bah, ouais, c'est compliqué. Il y a effectivement plusieurs questions. Je pense que les deux auteurs avaient une vision du monde qui pouvait vraiment converger, plus proche de la nature, plus structurée par cette idée que vous connaissez tous, puisque vous avez lu tout à l'heure, vous avez parlé tout à l'heure du Petit Prince et vous connaissez cette idée qu'on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Alors, c'est peut-être un peu ce que Tolkien appelle le recouvrement, dont je parlais tout à l'heure, la vue claire, savoir voir le monde, savoir lire le monde, pouvoir dévoiler le réel. Je crois qu'effectivement, les mondes secondaires de Tolkien ont quelque chose à voir avec les planètes du Petit Prince, en plus abouti bien sûr, mais ce sont aussi des mondes possibles avec des messages saisissants. Moi, je pense à cette petite phrase de Saint-Exupéry dans Le Petit Prince, sur la planète de l'allumeur de réverbères, il n'y a pas de place pour deux. C'est un très joli chapitre. Voilà, Tolkien s'inscrit peut-être dans la vision de Saint-Exupéry, notamment son Petit Prince, qui a eu immédiatement un succès phénoménal et dont sans doute Tolkien a entendu parler avant de rédiger sa préface. Voilà, encore un sujet de thèse autour des liens et des influences entre Tolkien et Saint-Exupéry. Et puis, je pense que tout à l'heure, vous me demandiez s'il y avait des liens entre ces deux hommes ou si on pouvait établir des rapprochements entre Tolkien et Saint-Exupéry. À l'évidence, il y aurait la question des hommes. Les deux écrivains avaient une foi singulière en l'homme. Il y a chez ces deux auteurs ce souhait de parler aux hommes, de faire du bien aux hommes, peut-être faire en sorte que les hommes soient bienveillants les uns envers les autres. Ça, c'est quelque chose d'important. Je vois dans la fraternité de l'anneau quelque chose de la fraternité dont parle Saint-Exupéry et qu'il a toujours obsédé. Retrouver le lien, retrouver le liant ou donner du liant pour donner du sens à la vie des hommes. Puis il y a cette idée aussi chez les deux auteurs qu'il faut se rapprocher de la nature. La fameuse planète. Ça c'est important chez Tolkien, effectivement. Et chez Tolkien, c'est fondamental, tout comme d'ailleurs la fantaisie arthurienne. Ces espèces de landes, ces montagnes, ces royaumes naturels. Donc on retrouve ça aussi chez Saint-Exupéry, alors c'est même thématique. Tous ces paysages, ce rapport fort à la nature peut créer des liens entre ces deux œuvres immenses. D'accord, parfait. Eh bien, je crois qu'on a à peu près fait le tour des questions que j'avais préparées. En général, on finit les interviews, on demande à l'interviewé de lire un petit extrait ou quelques phrases de Tolkien. Éventuellement, si vous y êtes préparé, sinon, ou de Saint-Exupéry d'ailleurs, si vous avez une préférence, si vous le voulez, et sinon, on poursuit avec les questions du public. Franchement, j'adore lire des histoires et mes enfants n'ont plus l'âge que je leur lise des histoires. Alors, si vous voulez bien lire un petit extrait, ça sera avec plaisir. Alors, je me suis beaucoup interrogée sur ce que j'allais vous lire. Est-ce que je vais lire une bataille? Est-ce que je vais lire quand la communauté de l'anneau se forme? Est-ce que je vais raconter ce qui arrive à l'anneau et au sort et le sort de Gollum? Non, non. Vincent Ferré m'a dit pas de spoiler. Oh, mais quand même. Il m'a fait enlever plusieurs choses dans ma préface parce que je divulgachais des éléments et ça ne se fait pas. Donc voilà, j'ai trouvé exactement ce qui convient. C'est ce début incroyable du Hobbit que j'ai sous la main. Si vous m'y autorisez. Avec plaisir.
Voilà, donc avec grand plaisir. Je trouve que c'est un super passage. Au fond d'un trou vivait un hobbit. Non pas un trou immonde, sale et humide, rempli de boue de verre et de moisissures, ni encore un trou sec, dénudé, sablonneux, sans rien pour s'asseoir ni pour se nourrir. C'était un trou de hobbit, d'où un certain confort. Sa porte peinte en verre était parfaitement ronde comme un hublot, avec un étincelant bouton de cuivre jaune placé exactement au centre. Elle s'ouvrait sur un hall en forme de tube, comme un tunnel très confortable et sans fumée, avec des murs recouverts de lambris, un sol carrelé et garni de tapis pourvu de chaises bien astiquées et de nombreuses patères pour accrocher chapeaux et manteaux. Ce hobbit aimait la visite. Le tunnel s'enfonçait profondément, presque en ligne droite, mais pas tout à fait, dans le flanc de la colline comme tout le monde l'appelait à des lieux à la ronde. Et de nombreuses petites portes rondes s'ouvraient de chaque côté, une à gauche, puis l'autre à droite. Le hobbit ne montait jamais d'escalier. Chambres, salles de bain, caves, garde-manger, nombreux, penderies. Il y avait des pièces entières consacrées aux vêtements, cuisine, salle à manger, tout était au même étage et le long d'un même corridor. Les plus belles pièces se trouvaient toutes à gauche en entrant, car c'étaient les seules à avoir des fenêtres rondes, dans de belles niches qui donnaient sur son jardin et sur les prés au-delà, descendant vers la rivière. Ce hobbit était un hobbit fort bien nanti, et il s'appelait Bessac. Les Bessac habitaient les environs de la colline de temps immémorial, et ils étaient vus comme des gens très respectables, non seulement parce que la plupart d'entre eux étaient riches, mais aussi parce qu'ils ne partaient jamais à l'aventure et ne faisaient jamais rien d'inattendu. On savait ce qu'un Bessac dirait de telle ou telle chose sans être obligé de lui poser la question. Cette histoire raconte comment un Bessac se trouva mêlé à une aventure, à faire et à dire des choses tout à fait inattendues. Il a peut-être perdu le respect de ses voisins, mais il a gagné... Enfin, vous verrez s'il a gagné quelque chose à la fin du conte. Voilà, je m'arrête là. Parfait. Après, vous avez la merveilleuse description du Hobbit, mais vous en savez quelque chose. Mais on va parce que pas vous- spoiler du coup. C'est ça. Bah, merci Mais- beaucoup pour la lecture et pour l'interview. Je vais demander maintenant au public s'il a des questions. Voilà, on va prendre quelques questions si vous en avez. On va attendre quelques minutes que les gens postent leurs questions s'il y en a. Vous savez que moi, je ne vois rien. S'il y a des questions, il faut Je vais vous les transférer oralement, vous inquiétez pas. No stress. Ça, si les gens en ont, moi je le vois tout de suite directement. Mais apparemment, ça a l'air. Les gens ont l'air plutôt contents de vous avoir entendu lire et vous remercient pleinement pour ça, mais n'ont pas l'air d'avoir de questions. Non, personne n'a de questions pour Nathalie Prince, c'est le moment hein, sur Twitch. Si vous avez une question sur le conte de fées, sur Tolkien, sur Saint-Exupéry, sur... Non, personne du tout. Dernier appel. Moi, j'ai fait le tour des miennes en plus, alors je vais pas pouvoir faire de rappel, comme on dit. Bon, eh ben, je pense que on a bien fait notre travail. Apparemment, il n'y a pas de questions dans les auditeurs qui nous suivaient aujourd'hui. Donc, Nathalie, merci encore beaucoup pour votre disponibilité, pour avoir répondu à nos questions. Merci donc pour la préface du conte de fées que vous avez écrite, puisque je pense que ça va permettre aux gens de mieux comprendre, de mieux appréhender le conte de fées de Tolkien qui vient après. Je vous laisse un dernier mot pour clore la discussion. Allez-y, et puis après, on va vous dire au revoir. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Je trouve ça formidable de travailler sur un auteur comme Tolkien qui crée des mondes désirables pour réenchanter le réel. Ce sera vraiment le mot de la fin parce qu'il faut rester sous le signe du réenchantement du monde.
Alors, ça va pas être le mot de la fin parce qu'en fait, il y a quelqu'un qui vous pose quand même une question, qui doit vous connaître, dans la vie de tous les jours. «Madame, pourriez-vous poster les 7 droits de la fantaisie sur la plateforme du Mans?» Du coup, j'imagine sur la plateforme de l'université du Mans où vous travaillez, ça doit être une de vos Oui, 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 étudiantes? j'ai prévenu mes étudiants de ce petit entretien que nous allons avoir D'accord. ce soir. Bon, bah Oui, je le ferai. voilà, parfait. Eh ben, vous pourrez retrouver pour les étudiants et étudiantes du Mans qui ont la chance de vous avoir, vous pourrez retrouver les 7 droits de la fantaisie sur la plateforme, de l'université. Voilà. Eh ben, Nathalie, merci encore. Je vous souhaite Merci une bonne beaucoup. soirée. Bonne soirée à tous qui nous avez écoutés, ce soir et encore désolé pour les, petits problèmes techniques. Et puis on vous dit à une prochaine fois. Bonne soirée, au revoir. Au revoir, bonne soirée.